Théophile Gautier. Chapitre 1. Le château de la misère. Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne, et que ces villageois décorèrent du nom de château. 2 tours rondes, coiffées de toits en été noir, flanquaient les angles d'un bâtiment, sur la façade duquel 2 rainures profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont-levis, réduit à l'état de sinécure par le nivellage du fossé et donnait au manoir un aspect assez féodal, avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde. Une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours tranchait heureusement par son vert sombre sur le ton gris de la pierre déjà vieille à cette époque. Le voyageur qui eût aperçu de loin le castel, dessinant ses faîtages pointus sur le ciel, au-dessus des genêts et des bruyères, l'eût jugé une demeure convenable pour un héros de province. Mais, en approchant, son avis se fut modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit, par l'envahissement de la mousse et des végétations parasites, à un étroit sentier semblable à un galon terni sur un manteau râpé. 2 ornières remplies d'eau de pluie et habitées par des grenouilles témoignaient qu'anciennement des voitures avaient passé par là. Mais la sécurité de ces batraciens montrait une longue possession et la certitude de ne pas être dérangés. Sur la bande frayée à travers les mauvaises herbes et détrempée par une averse récente, on voyait aucune empreinte de pas humain, et les brindilles de broussailles, chargées de gouttelettes brillantes, ne paraissaient pas avoir été écartées depuis longtemps. De larges plaques de lettres jaunes marbraient les tuiles brunies et désordonnées des toits, dont les chevrons pourris avaient cédé par place. La rouille empêchait de tourner les girouettes qui indiquaient tout un vent différent. Les lucarnes étaient bouchées par des volets de bois déjetés et fendus. Des pierrailles remplissaient les barbacanes des tours. Sur les 12 fenêtres de la façade, il y en avait 8 barrées par des planches. Les 2 autres montraient des vitres bouillonnées, tremblant à la moindre pression de la brise dans leur réseau de plomb. Entre ces fenêtres, le crépi, tombé par écailles comme les squames du pot malade, mettait à nu des briques disjointes, des mollons effrités aux pernicieuses influences de la lune. La porte, encadrée d'un linteau de pierre, dont les rugosités régulières indiquaient une ancienne ornementation, émoussée par le temps et l'incurie, était surmontée d'un blason frustre que le plus habile héros d'armes eût été impuissant de déchiffrer, et dont les lambrequins se contournaient fantasquement, non sans de nombreuses solutions de continuité. Les vantaux de la porte offraient encore, vers le haut, quelques restes de peinture sang de bœuf et semblaient rougir de leur état de délabrement. Des clous à tête de diamant contenaient leurs haies fendillées et formaient des symétries interrompues çà et là. Un seul battant s'ouvrait et suffisait à la circulation des hôtes, évidemment
peu nombreux du Castel. Et, contre le jambage de la porte, s'appuyait une roue démantelée et tombant en javel, dernier débris d'un carrosse défunt sous le règne précédent. Des nids d'hirondelles oblitéraient le faîte des cheminées et les angles des fenêtres, et, sans un mince filet de fumée qui sortait d'un tuyau de briques et se tordait en vrille, comme dans ces dessins de maison que les écoliers griffonnent sur la marge de leur livre de classe, on aurait pu croire à un logis inhabité. Maigre devait être la cuisine qui se préparait à ce foyer, car un soudard avec sa pipe eût produit des flocons plus épais. C'était le seul signe de vie que donna la maison, comme ces mourants dans l'existence ne se révèlent que par la vapeur de leur souffle.